Bonjour et bonne chance pour l'épreuve d'aujourd'hui à 14 heures. Commissariat aux comptes. Le commissariat aux apports. Institution juridique du commissariat aux apports. Le commissariat aux apports est la mission en vertu de laquelle un professionnel s'exprime sur la valeur attribuée à un apport en nature dans le capital d'une société de capitaux. Que cet apport intervienne lors de la constitution de la société ou à l'augmentation du capital. Le commissariat aux apports a été d'abord institué par le Code de commerce avant d'être repris et davantage réglementé par le Code des sociétés commerciales. Cette institution qui visait, au niveau de son ancienne conception, une protection des actionnaires non apporteurs dans une société anonyme, a été élargie dans son application pour concerner également les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. L'institution du commissariat aux apports par le Code des sociétés commerciales devrait s'insérer dans l'objectif général de protection des investisseurs, qu'ils soient associés ou créanciers de l'entreprise. La connaissance de cet objectif devrait nous permettre de procéder aux interprétations nécessaires de certaines dispositions réglementaires prévues par le Code des sociétés commerciales et relatives au commissariat aux apports. Il est à préciser que le mode de nomination, la personne pouvant être nommée commissaire aux apports, ses obligations et ses responsabilités diffèrent selon la société à laquelle s'effectue l'apport en nature. Commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée, SARL. Nomination du commissaire aux apports dans une SARL. L'article 100 du Code des sociétés commerciales oblige à ce que l'acte constitutif de la société comporte une évaluation de tout apport en nature fait à une SARL. Il précise en plus que l'évaluation de l'apport en nature doit être faite par un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports doit être désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de la première instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société. Cette ordonnance est rendue à la demande du futur associé le plus diligent. Commissaire aux apports dans les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, SUARL. Nomination du commissaire aux apports dans une SUARL. L'article 151 du Code des sociétés commerciales renvoie aux dispositions de l'article 100 en matière de commissariat aux apports. L'acte constitutif de la SUARL doit comporter en conséquence une évaluation faite par un commissaire aux apports de tout apport en nature fait à la société. Le rapport d'évaluation doit être annexé au statut de la société. Le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique et l'objectif de ce rapport d'évaluation est de préserver l'intérêt des futurs créanciers étant donné que le capital issu de cet apport constitue pour ces derniers un gage. La personne pouvant être nommée commissaire aux apports d'une SUARL en l'absence de précision particulière concernant la personne pouvant être désignée commissaire aux apports dans une SUARL,
Et compte tenu du fait qu'il est désigné par l'associé unique, il est donc librement choisi parmi toute personne diligente pouvant accomplir la mission prévue par la loi. Il est de même en cas d'augmentation de capital par rapport en nature, car il n'est pas obligatoire de responsabilité du commissaire aux apports dans une SUARL. Comparativement à ce qui a été exposé au niveau de la SARL, on serait tenté de préciser que le commissaire aux apports d'une SUARL encourt une responsabilité civile, pénale et éventuellement disciplinaire. Mais si sa responsabilité civile peut toujours être engagée suite à une faute commise par lui ayant causé un dommage à autrui, tel n'est pas le cas pour sa responsabilité pénale. En effet, la responsabilité pénale ne peut être retenue que si elle est prévue explicitement par la loi, indépendamment de l'existence de l'élément moral et de l'élément spahir et de l'élément matériel. Or, rien dans les articles consacrés au SUARL ne prévoit une telle responsabilité. Il est certes à relever que l'article 158 du Code des sociétés commerciales reste en apparence comparable à l'article 146 relatif aux SARL en matière de pénalisation, mais se distingue tout de même au niveau de sa portée. En effet, si l'article 146 a prévu la pénalisation de toute personne ayant sciemment et de mauvaise foi fait attribuer à des apports en nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle, l'article 158 a limité une telle pénalisation à la seule personne de l'associé unique. On peut donc conclure qu'il n'existe pas de pénalisation du commissaire aux apports dans une SUARL. Bien qu'une telle situation nous paraisse étonnante, nous devons l'accepter comme telle. Car en matière pénale, nous n'avons la possibilité d'appliquer ce qui n'est pas prévu par la loi. Commissaire aux apports dans les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne. Nomination du commissaire aux apports dans les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne. Dans le cas d'un apport en nature fait à une société anonyme faisant appel public à l'épargne lors de sa constitution. L'article 173 du Code des sociétés commerciales oblige les fondateurs à demander au président du tribunal de première instance la désignation par ordonnance d'un commissaire aux apports. Le choix incombe donc au président du tribunal de première instance du siège social de la société. Pour le cas d'une augmentation de capital par apport en nature, l'article 306 du Code des sociétés commerciales revoit aux mêmes dispositions de nomination prévues par l'article 173. Il incombe au conseil d'administration ou au directoire de la société de demander au président du tribunal de première instance la désignation par ordonnance d'un ou de plusieurs commissaires aux apports. Il est relevé, par ailleurs, l'existence d'une nuance entre les dispositions de l'article 173 et celles de l'article 306 précité. En effet, et alors que l'article 173 prévoit la désignation d'un commissaire aux apports, l'article 306 prévoit la possibilité d'en désigner plusieurs. Nous pensons qu'il ne faudrait pas se limiter au texte et comprendre par là que lors de la Constitution, il n'y a lieu de nommer qu'un seul commissaire par rapport et qu'on pourrait, lors d'une augmentation de capital, en désigner plusieurs pour un même apport. La désignation de plusieurs commissaires aux apports lors de la Constitution serait également possible. La personne pouvant être nommée commissaire aux apports d'une société anonyme faisant appel public à l'épargne. Seuls les experts judiciaires peuvent être désignés commissaires aux apports dans une société anonyme faisant appel public à l'épargne. Une telle disposition, prévue par l'article 173 du Code des sociétés commerciales, appuie le souci du législateur d'accorder davantage d'indépendance aux commissaires aux apports et donc une meilleure protection des tiers. Mais si ce souci se trouve justifié, il aurait été davantage si le législateur avait également prévu le domaine de compétences requis de cet expert judiciaire. En effet, dans le commissariat aux apports, il ne s'agit pas uniquement d'apprécier la valeur d'un bien, mais également son utilité pour la société bénéficiaire. L'article 173 précité oblige à ce que le rapport du commissaire aux apports indique la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation,
ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société, avec indication de la nature des avantages particuliers prévus au numéro 11 de l'article 164 du présent Code. Il est donc évident qu'il ne peut pas s'agir des seuls experts en la valeur du bien à apporter, mais aussi de celui qui saura apprécier son utilité pour la société. Les personnes ne pouvant pas être nommées commissaires aux apports d'une société anonyme faisant appel public à l'épargne. L'article 174 du Code des sociétés commerciales est relativement explicite quant, quant aux incompatibilités liées à l'exercice de la fonction de commissaire aux apports. Ne peuvent en effet être désignés commissaires aux apports les personnes qui ont fait l'apport en nature objet de l'évaluation, les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes suivantes: des apporteurs en nature, des fondateurs de la société, des administrateurs ou membres du directoire lors des augmentations du capital social, les personnes recevant sous une forme quelconque un salaire ou une rémunération à raison de fonctions autres que celle de commissaire des personnes suivantes: des apporteurs, des fondateurs d'une autre société souscrivant 10% du capital de la société lors de sa constitution, des gérants de la société elle-même ou de toute entreprise détenant 10% du capital de la société ou qui détiendrait le deuxième du capital lors de l'augmentation du capital, les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction, les conjoints des personnes visées au paragraphe de 1 à 3, modifié par la loi du 27 juillet 2005. Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquée survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les administrateurs ou les membres du directoire suivant le cas, au plus tard 15 jours après la survenance de cette incompatibilité. Il nous paraît incohérent que l'on ait limité l'incompatibilité au deuxième degré des liens familiaux avec les personnes visées ci-dessous, alors que cette limitation arrive jusqu'au quatrième degré lorsqu'il s'agit du commissaire aux comptes. Or, les deux fonctions nécessitent d'être exercées par un professionnel jouissant du même degré d'indépendance. Il aurait fallu que le législateur harmonise ces dispositions. Il est à signaler que conformément aux dispositions de l'article 174 du Code des sociétés commerciales, les délibérations prises par l'Assemblée générale constitutive, contrairement aux dispositions de l'article 173, sont considérées nulles. L'action en nullité se prescrit par un délai de 3 ans à compter de la date de la délibération. Cette disposition serait également applicable aux assemblées générales statuant sur les augmentations de capital par apport en nature. Responsabilité du commissaire aux apports dans une société anonyme faisant appel public à l'épargne. Le commissaire aux apports encourt, d'une manière générale, une responsabilité civile, pénale, éventuellement disciplinaire. Sa responsabilité civile peut être engagée suite à une faute commise par lui, ayant causé un dommage à autrui. Sa responsabilité disciplinaire n'est envisageable que dans le cas de l'appartenance du commissaire aux apports à une corporation professionnelle. Sa responsabilité pénale a été prévue par le Code des sociétés commerciales à 2 niveaux. L'article 184 du Code des sociétés commerciales prévoit d'abord une peine de 1000 à 10 000 dinars pour celui qui aura sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, contrairement aux dispositions de l'article 174 ci-dessus, relatif au cas d'incompatibilité. Par ailleurs, l'article 186 du Code des sociétés commerciales prévoit une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1000 à 10 000 dinars pour ceux qui auront, à l'aide de manœuvres frauduleuses,
fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Implication du commissariat aux apports sur l'assemblée des actionnaires des sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne. Les commissaires aux apports évaluent, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Leur rapport doit indiquer la description de chaque apport en nature, sa connaissance, son mode d'évaluation, ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société. Le rapport doit être déposé au siège de la société et mis à la disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenir communication 15 jours au moins avant la date de l'Assemblée générale constitutive. L'Assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut réduire l'évaluation faite par les commissaires aux apports qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. L'apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à l'évaluation de son apport. Le procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive doit mentionner expressément l'approbation des apports en nature. À défaut, la société ne peut se constituer légalement. Il est par ailleurs à préciser que lorsque l'Assemblée générale constitutive délibère sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. En effet, l'apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour lui-même ni comme mandataire, même si ces dispositions citées par les articles 173 et 175 du Code des sociétés commerciales ne concernent à la lettre du texte que le cas d'une constitution. Elles semblent applicables également pour les cas d'augmentation de capital par apport en nature. Il ne s'agirait là, à notre avis, que d'une omission du législateur. Commissaire aux apports dans les sociétés anonymes ne faisant pas d'appel public à l'épargne. Nomination du commissaire aux apports dans les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne. L'article 181 du Code des sociétés commerciales oblige d'abord à ce que les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature, en indiquant qu'il y est procédé au vu d'un rapport annexé au statut et établi par un ou plusieurs commissaires aux apports sous leur responsabilité. En outre, ce même article prévoit que les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ainsi, il n'a pas été prévu de mode de désignation du commissaire aux apports. L'analogie par rapport au cas de la société anonyme faisant appel public à l'épargne peut être retenue du fait que l'article 180 nouveau, modifié par la loi du 27 juillet 2005 du Code des sociétés commerciales, n'a pas écarté l'article 173 du Code du cadre applicable à la société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne. L'article 173 du Code des sociétés commerciales oblige les fondateurs à demander au président du tribunal de première instance la désignation par ordonnance d'un commissaire aux apports. Par ailleurs, pour le cas d'une augmentation de capital par rapport en nature, l'article 306 du Code des sociétés commerciales revoit aux mêmes dispositions de nomination prévues par l'article 173 du Code des sociétés commerciales. L'article 306 du Code des sociétés commerciales prévoit dans son premier paragraphe que, en cas d'apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à la demande du conseil d'administration ou du directoire, conformément aux dispositions de l'article 173 du présent code. La personne pouvant être nommée commissaire aux apports d'une société anonyme ne faisant pas d'appel public à l'épargne, seuls les experts judiciaires peuvent être désignés commissaires aux apports dans les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne, et ce par analogie aux dispositions de l'article 173 du Code des sociétés commerciales.
Une telle disposition prévue par l'article 173 du Code des sociétés commerciales appuie le souci du législateur d'accorder davantage d'indépendance aux commissaires aux apports et donc une meilleure protection des tiers. Il en sera de même en cas d'augmentation de capital par rapport en nature. Nos commentaires relatifs à la compétence requise du commissaire aux apports soulevés pour le cas des sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne restent les mêmes pour les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne. Les personnes ne pouvant pas être nommées commissaires aux apports d'une société ne faisant pas appel public à l'épargne. L'article 174 du Code des sociétés commerciales relatif aux incompatibilités liées à l'exercice de la fonction de commissaire aux apports reste applicable pour les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne. Les mêmes commentaires soulevés au niveau de la société anonyme faisant appel public à l'épargne peuvent être soulevés également au niveau de la société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne. Responsabilité du commissaire aux apports dans une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne. La responsabilité du commissaire aux apports dans une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne est relativement comparable à celle encourue dans une société anonyme faisant appel public à l'épargne. La seule différence qui nous paraît par ailleurs étonnante réside dans la pénalisation prévue par l'article 186 du Code des sociétés commerciales. En effet, l'article 186 du Code des sociétés commerciales qui prévoit d'une part une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1000 à 10 000 dinars pour ceux qui auront, à l'aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Dans une société anonyme faisant appel public à l'épargne, à limiter une telle peine à l'amende seulement lorsqu'il s'agit d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne. Cette nuance introduite par le législateur paraît incohérente quand on sait qu'il n'y a qu'un objectif unique derrière l'institution du commissariat aux apports et qu'il ne devrait pas y avoir en conséquence de différence entre les commissaires aux apports, quelle que soit la société dans laquelle ils agissent. Implication du commissariat aux apports sur l'assemblée des actionnaires des sociétés anonymes ne faisant pas d'appel public à l'épargne. Les mêmes commentaires soulevés au niveau de la société anonyme faisant appel public à l'épargne peuvent être soulevés également au niveau de la société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne. Merci pour votre attention.